Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël Defoucault et Angélique Gimnèse, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors bonjour Angélique. Bonjour Raphaël. Ravie de te retrouver. Alors, on a déjà travaillé ensemble à l'épisode 242 où on a évoqué de manière générale les émotions. Dans le 246, on a plongé les deux bras dans la joie. Et nous voilà dans notre épisode 249. Tan, 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 tan. Là, nous allons parler de la peur et on va l'aborder sous tous ses angles. Parce que oui, nous avons tous des petites et des grandes peurs. Et souvent, on ne sait pas trop quoi en faire. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me souviens d'ailleurs une fois quand j'ai eu peur de me lancer à faire ce podcast et je me suis demandé est-ce que c'est un signal ou est-ce que c'est un obstacle? Je pense aussi à la semaine dernière où j'ai eu peur de faire une conférence. Alors j'ai peur de quoi? Du rejet ou peur de ne pas être à la hauteur? Puis enfin, je te avoue tout, j'ai peur des souris. C'est bien banal, mais quand j'en vois une, je hurle. Même les toutes petites souris. Même les toutes petites, elles me font horriblement peur. Bon, Et Angélique, une image de souris. non, pas une image de souris. Il y a des gens, même une image, finalement, ça peut leur faire peur. Alors regardez ce qui se passe derrière nos peurs, Mm. parce qu'elles ne sont pas forcément nos ennemis, comme on pourrait bien le croire. Allez, je change de regard. La peur, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que Alors, tu nous dirais sur la peur? déjà, la peur, ça mérite d'être appelé, c'est une émotion. D'accord? On le redit. C'est peut-être la plus ancienne, la plus primitive. En tout cas, c'est celle qu'on rapporte comme étant la plus ancienne parce qu'elle nous sauve la vie. Je crois que c'est hyper important. Bien sûr, on va expliquer après plein de choses, mais elle a une fonction fondamentale, peut-être encore au-dessus des autres. Elle est là pour nous préserver des dangers. Donc, elle est là pour qu'on reste en vie. Donc, je crois que c'est de rappeler déjà que voilà, c'est quelque chose de fondamental pour rester en vie. Alors, reconnaître la peur. Ben, Raphaël, du coup, on va se servir de ce que tu disais. Si jamais il y a une souris qui entre dans la pièce, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu vas sentir dans ton corps? Alors, on rappelle à nos auditeurs, on a déjà travaillé, c'est dans le corps, c'est plutôt d'ailleurs dans ce qu'on appelle le tronc, de la tête jusqu'à nos cuisses, là. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Qu'est-ce que tu vas sentir si tu vois une souris? Ah ben là, je contrôle presque pas. Ça fait comme fait ah. Voilà. Donc, on dirait Titi et Gros Minet. Et ça, voilà. Ou Titi qui s'en va, voilà, avec les plumes dans tous les sens. Alors, ce que tu montres là, c'est, j'ai posé la question au niveau du tronc, mais on va déjà donner la réponse au niveau du visage. C'est vrai qu'au niveau du visage, quand on a peur, généralement, on a un faciès très très particulier. Et même si les gens sont pas très expressifs de nature, au moins dans les yeux. Il y a quelque chose, on peut lire dans les yeux vraiment la peur. Et du coup, il y a toute cette crispation sur le visage, les yeux écarquillés. Là, avec tes mains, toi, tu nous montrais, voilà, tu avais les mains aussi écartées. Donc, effectivement, ça donne cet effet-là. Et au niveau du tronc, est-ce que tu arrives à sentir? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur quand on a peur? Est-ce que tu perçois ce qui se passe si Ben, le cœur s'emballe. voilà, du coup, on va avoir une accélération du rythme cardiaque, et on se prépare justement pour faire face à la peur, on y revient après. Du coup, quand on a peur, généralement, qu'est-ce qu'on sent? Hormis ce qu'on peut lire sur le visage de l'autre, mais sur notre propre visage, on ne perçoit pas toujours, hein. Et dans notre tronc, on va sentir quoi? Le cœur qui s'accélère, donc toutoum, 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 voilà, ça se met en route. Et justement, ça nous prépare pour fuir, combattre, ou possiblement se figer si c'est une trop grosse peur, on y revient après. Et vraiment, c'est le cœur se met à battre très très fort. Et on a deux options. Soit effectivement, il se met à battre très très fort et on va fuir. Voilà, donc finalement, le fait qu'il se soit accéléré, c'est plutôt vertueux, parce que ça nous donne de l'énergie pour fuir. Soit tu vas te crisper parce que tu t'aperçois que tu peux pas courir plus vite qu'un lion. Possiblement, tu peux courir plus vite qu'une souris, mais pas plus vite qu'un lion. Et là, paradoxalement, le cœur nous prépare à la fuite et en même temps, le corps, lui, va se figer
possiblement, comme ferait la souris devant un chat. Le chat est plus puissant que la souris va se figer et hop, possiblement faire la morte. Donc son cœur s'est accéléré et en même temps, toc, elle tombe. Donc il y a presque une réaction un peu paradoxale, hein. Ce qui fait que je voulais amener ça parce que les gens connaissent aussi l'expression les sueurs froides. C'est un petit peu comme si on mettait la machine en route pour fuir et puis on se fige. Donc tu as presque un phénomène de condensation. Donc finalement, la peur, étrangement, ça nous prépare souvent pour fuir et en même temps, la plupart de nos peurs ont tendance à nous figer sur place. Et du coup, on se refroidit. Tu peux même sentir des fois, t'as froid, t'as le poil hérissé dans le dos. Qu'est-ce que ça enclenche? Alors, il y a possibilité, effectivement, quand le cœur s'accélère, de fuir. Ça serait la réaction la plus instinctive. Sauf que je rappelle, s'il y a un lion ou même une souris qui court très très vite après toi, tu ne pourras pas fuir. Et ça, le corps prépare pour la fuite, mais dans les émotions, le cerveau, lui aussi, il fait des analyses très, très, très rapides. Et la peur, notamment, ça active au niveau du cerveau central l'amygdale qui se met en alerte. Et l'autre côté, d'autres circuits qui disent ah, attention, on court peut-être pas assez vite, on va peut-être pas pouvoir fuir. Tout ça, ça va très, très vite. Ce qui fait que, normalement, on peut fuir. Et si le danger est trop grand, on va faire ce qu'on appelle du freezing ou du figement. Voilà, c'est un des 3 F qu'on dit habituellement. Et du coup, on se fige sur place. On est tétanisé. Donc c'est étrange parce que on se prépare pour la fuite et on reste sur place. Et si le danger est trop grand, c'est sûr qu'on va être mangé par le lion. C'est terrible, mais presque on se prépare un peu dans les très grandes peurs comme la souris à ce que ça arrive. Ce qui fait qu'on peut même tomber dans les pommes. Et on s'inhibe quasiment pour se préparer à être dévoré, possiblement par cette peur. Et puis, on a combattre aussi. Parce que si le danger arrive, mais que c'est un petit lion ou une moyenne souris, comme ça, tu vas prendre tes gants de boxe et tu vas te préparer à fighter, le F de combattre. Là, effectivement, après, du coup, on va se mettre en énergie pour combattre. Le résultat du combat, ça, on ne sait jamais d'avance. J'ai bien peur que parfois, il soit inéquitable. Et il y a une 4e voie, Raphaël, parce que voilà, on y tient beaucoup, c'est que si tu es un tout petit enfant, c'est difficile de fuir. Si tu es une personne handicapée, pas facile de fuir. Si tu es une personne âgée avec ta canne, bon pied bon oeil, pas facile de fuir par rapport à certains dangers. Par nature, on a quoi? On a une 4e voie, nous les humains, qui est liée au système nerveux autonome, donc une branche instinctive, finalement préparée en nous pour la survie. On va aller chercher de l'aide. Parce que de quoi tu as peur? Quand tu as très très peur, tu as besoin d'aide. Et si tu as une peur, tu as aussi besoin d'être réconforté. Donc on l'oublie souvent cette branche-là. C'est quand je suis petit, un bébé, même un bébé animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se cacher sous sa maman. Voilà. Donc normalement, tu vas chercher à te tapir et à venir chercher du réconfort et de la réassurance, possiblement vis-à-vis de quelqu'un qui est réconfortant pour toi, ce qu'on appelle aussi une base de sécurité, et possiblement derrière quelqu'un qui est plus fort que toi. On peut aller chercher l'aide d'un policier et puis se cacher derrière lui s'il y a un voleur qui essaie de nous voler notre sac à main, par exemple. Voilà. Donc, cette voie-là, elle est hyper importante. C'est aller chercher de la réassurance et du support. Et on l'oublie quand même régulièrement. Donc, si tu as peur des souris et que je suis dans la même pièce que toi, moi, je n'ai pas peur des souris. Moi, je les trouve mignonnes. Voilà. Au pire, tu te cacheras derrière moi et j'attraperai la souris et je la mettrai dehors. Voilà. C'est hyper important de ne pas oublier cette voie-là. Tout à fait, tout à fait. Non, non, hyper intéressant. Donc, en fait, si on résume un petit peu, donc la peur, donc c'est plutôt froid, le cœur s'accélère, il va à fond. Donc, la peur aussi, hyper important, c'est elle qui fait qu'on est en vie parce qu'elle nous prévient d'un danger. Parce qu'effectivement, sinon, on n'aurait pas cette notion du danger si on n'avait pas la peur. 3 possibilités donc de réagir, même 4. Donc, les fameux 3 F. Donc, fight, je me bats. Fly, je fuis. Ou freeze, je me fige. Et cette 4e voie qu'il ne faut pas oublier, qui est celle d'aller chercher de l'aide.
Est-ce que tu nous en dirais un tout petit peu plus sur le système nerveux autonome, justement? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le corps? Donc, c'est deux branches, la branche sympathique, la branche parasympathique. Tu nous développerais un tout petit peu? Oui, alors, en disant que la branche sympathique, elle est sympathique parce qu'elle permet d'accélérer et elle nous prépare normalement plutôt pour la fuite et le combat. Donc, elle sert à la fois pour la peur et la colère possiblement, mais du coup, elle met en énergie celle-là. C'est un peu notre accélérateur. L'autre branche parasympathique, qui est tout aussi agréable et sympathique par nature, elle, elle a une double branche et notamment, on pourrait dire, il y a le frein, la partie frein version ABS, ce qui fait que d'un seul coup, pouf, tu peux être frisé, tu peux te figer parce que la peur est évaluée comme trop grosse, donc t'es préparé, t'as appuyé sur l'accélérateur, puis d'un seul coup, tu mets un coup de patin ABS et hop, voilà, c'est elle qui dit non, voilà, c'est trop. Ou Du coup, j'ai juste envie de rajouter un petit truc de choses qu'on entend parce que juste coup, je trouve que ça le normalise de personnes qui, notamment dans le cas de viol, oui, et qui n'ont pas su se défendre. et Et en fait, souvent, on aurait tendance à dire, mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'es pas battu? Pourquoi tu t'es pas débattu? Et c'est simplement physiologiquement, on est oui, dans une telle peur qu'en fait, on est frisé, quoi. On oui, est oui, oui. complètement figé. Oui, oui, c'est hyper important parce que c'est vraiment de se dire, à ce moment-là, et même si dans le cerveau aussi, il y a finalement, il va y avoir une fraction de seconde, tu sais, le corps, le cerveau, ils se disent, on tente de fuir, et en même temps, quand l'agresseur est bien plus fort que toi, et aussi parce qu'il y a l'effet de surprise, c'est impensable. C'est qu'est-ce qui va m'arriver? En même temps, on perçoit et en même temps, ça paraît impensable. Ben, le prédateur, entre guillemets, l'agresseur, il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Et du coup, après, il y a vraiment le corps, il est intelligent. Il décide, vraiment, je donnais l'histoire de la pédale d'ABS, tu freines un grand coup. Et puis il va se passer ce qui va se passer, comme quand tu freines un grand coup avec une voiture. Hein. La suite, voilà, eh ben, tu t'abandonnes entre guillemets à la suite, et ben puis à un moment tu rouvres les yeux, c'est fini. Voilà, tu reprends le contact et là tu peux vérifier dans quel état tu es et ce qui se passe. Donc c'est une réaction normale et naturelle. Et tu as raison de le rappeler. On y reviendra quand on parlera certainement de honte et de culpabilité plus tard. C'est que souvent les gens s'en veulent de ne pas avoir réussi à fuir. Il faut être réaliste. On prenait toutes les deux l'exemple tout à l'heure d'un lion. Et moi, devant un lion, je peux pas faire. Et à la limite, on est presque bien fait. On est même capable de s'inhiber, de tomber dans les pommes. Ben, parce que s'il doit nous dévorer, au moins on s'en tirera moins. Voilà, donc, étrangement, on a conscience qu'on n'est pas surpuissant. Mhm. Donc, on disait, normalement, accélérateur, quand c'est possible de fuir, ou grand coup d'ABS, et la branche parasympathique, c'est pas très vieux qu'on le sache, chez les humains et quelques mammifères, elle est double. Donc, normalement, on a aussi le réflexe, soit il y a le frein, l'ABS, soit on lève la tête et on va chercher de l'aide. Si on a la chance de croiser, ben justement, moi je sais pas, t'as Rambo qui passe par là, ou le Terminator, il va te sauver. Tu lui fais un sourire, il va te sauver. On va aller chercher cet engagement social et la face de l'autre. Mais dans l'exemple que tu donnais, ou même quand on se dispute très fort dans les couples et que finalement l'autre nous fait peur, quand c'est le parent qui fait peur à l'enfant, si quand tu lèves ta tête, de toute façon, c'est l'agresseur que tu vois et pas un visage de soutien, bah à nouveau on retombe sur ce phénomène-là, hein, coup de pédale et ABS, parce que ben je ne peux rien faire va se passer ce qui va se passer. C'est aussi ce que vivent encore malheureusement les gens qui sont torturés. À un moment, si personne ne peut les secourir, s'ils ne peuvent pas fuir, c'est une espèce de processus, on pourrait presque dire pour pas devenir fou. Face à une telle peur, c'est on se clive, je te laisse mon corps, j'essaie de préserver ma tête. Et normalement, une fois que tout est fini, on essaie de réenquiquer tête et corps en espérant que la personne soit pas en trop mauvais état à ce moment-là. C'est important de se dire que parfois être tétanisé, c'est la meilleure des options possibles et de dire que quand on a quelqu'un qui passe et qui peut nous secourir, c'est encore une meilleure option. Donc c'est aussi un appel à ce que les gens évitent de détourner le regard quand il se passe quelque chose et que quelqu'un est agressé. Et puis soi-même, savoir prendre cette main qui est tendue. Exact. Oui, oui, oui. Donc dans les deux sens. Donc ça, je trouve que c'est très important voilà, de bien le rappeler que cette quatrième voie qui cherche de l'aide, que combien un visage apaisant, souriant
peut être très salvateur et réparer bien plus qu'on ne l'imagine, en fait. Exact. Et ça fait partie de la nature humaine. Tous ceux qui ont travaillé aussi sur le développement de l'enfant, et c'est déjà, Bowlby, Winnicott, tous ces gens que tu affectionnes aussi particulièrement, c'est avec compris que finalement, quand t'es petit, t'as pas trop le choix. Hein. T'es bien contraint à attendre de l'aide. Parce que tu peux pas fuir quand t'es nourrisson. Et vraiment, l'humain est câblé. C'est vrai, il y a un vrai câblage. Et puis, on n'a même pas parlé des neurones miroirs, mais voilà, il y a plein de choses. On est câblé, on est créé tête et corps pour recevoir de l'aide et en donner. Nous sommes des êtres sociaux. Sociaux, avant tout. Avant tout. Donc, de temps en temps, laissons un peu tomber notre téléphone portable. Oui, même si, en cas de grande peur, appeler les secours, ça peut être aussi une option. Ça peut être une grande aide, absolument. Je voudrais qu'on discute maintenant des différents types de peurs. Parce qu'en y réfléchissant, finalement, il y a plein de peurs différentes. Tu peux avoir une peur réelle, une peur imaginaire, tu peux avoir peur des expériences du passé, etc., etc. Du coup, je voudrais qu'on arrive à les explorer un petit peu qu'on y voit un peu plus clair. Et puis, pour chacune d'entre elles, on peut avoir des attitudes un petit peu différentes. Oui, oui. Et alors, bien évidemment, on pourrait déjà inviter les auditeurs à faire la liste de leurs peurs. Alors, on pourrait se dire que c'est génial, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas trop peur, donc ils ont une petite liste, puis il y en a qui ont une grande liste. Mais tu as déjà dit, alors, je crois qu'il faut commencer par les essentiels, c'est-à-dire la peur, on a dit, c'est pour faire face à un danger, et le fait est que face à un danger réel, voilà, un danger réel, c'est quoi? C'est un danger qui risque de mettre notre vie à mal. Du coup, ça peut abîmer notre corps, et ça peut abîmer aussi notre tête, hein, puis nos convictions. Mais si on parle déjà de agression du corps au point qu'on pourrait en mourir, hein, parce que c'est quand même ça, du coup, face à ces peurs qu'on dit réelles, concrètes, on a nos options là qu'on définissait, fuir, combattre, s'inhiber, hein, voilà, même tomber dans les pommes face à une grande peur, en espérant que finalement le prédateur s'enfuit. C'est ce qui se passe pour la souris d'ailleurs. Elle a tellement peur, elle se fiche, elle n'intéresse plus le chat. Dans les meilleurs cas possibles, c'est trouver de l'aide, avoir du support pour qu'on te sauve la vie, parce que c'est ça. Et d'ailleurs, parfois, et là aussi c'est une peur réelle, c'est tu vois quelqu'un tomber dans une rivière, c'est finalement lui il a très peur. Et toi, tu vas avoir très peur aussi pour sa vie. C'est plutôt ça. Donc, on va avoir aussi des fois on va faire des choses remarquables. Il y a des gens qui deviennent sauveurs sans le savoir ce jour-là et qui auront une médaille du mérite plus tard parce qu'ils ont sauvé une vie. Donc, on a peur. Généralement, la plus grande peur, c'est la peur pour la vie. C'est celle qu'on appellerait aussi la peur réelle et concrète. Alors, si on parle, par exemple, la peur de rater un examen, on n'est pas tout à fait dans la même. C'est pas vraiment une peur réelle, parce que Non. là, Voilà, quoi que tu vois, on est en train, on voit qu'il y en a qui sont limite intermédiaires. Hein. Quand tu vas passer un examen, il y a une peur réelle, c'est qui est associée au stress de passer devant le jury, d'être évalué par quelqu'un, et il y a une peur réelle et légitime, c'est d'être recalé. Parce que celle-là, elle est vraie. Alors, ça va pas nous tuer, si on dit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, ça peut tuer ta future carrière. Voilà, donc c'est pour ça que, notamment pour nos jeunes, parfois, ça peut les faire complètement pivoter. Et derrière, alors, tu n'es pas mort, mais ils ont l'expression, c'est mort pour eux. Tu vois, ils font le deuil de quelque chose. Donc, c'est en ça il y a un petit peu des deux, c'est moins catastrophique que de risquer de mourir, vraiment. Mais en même temps, il y a quelque chose, effectivement, qui va être un enjeu fort pour eux. Voilà, c'est le danger, il est de ne pas pouvoir continuer dans la direction qui s'était calée. Après, il y a des peurs vraiment plus imaginaires, comme tu disais, et je te taquinais tout à l'heure avec la souris, c'était un peu une introduction, c'est que, alors, moi je pourrais t'embêter en disant, Raphaël, c'est une peur réelle ou imaginaire? C'est une peur réelle quand même, parce que la souris, elle est vraie. Et en plus, c'est délicat de dire aux gens d'ailleurs que la peur n'est pas réelle, parce que dans ton corps, ce qui s'active, c'est vraiment réel.
D'ailleurs, tu as raison, hein, une souris, si ça mord avec les petites dents, les rongeurs, ça fait très très mal, hein, quelque part. Hein. Et si tu vois une image de souris et que tu as peur, c'est là que je te posais la question. Parce qu'il y a des gens, c'est tellement fort, d'ailleurs on dit des fois qu'ils ont des phobies, hein, tu vois, c'est que rien que l'image de la souris, ou la pensée, ou même le mot, j'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas trop de gens qui nous écoutent qui ont peur des souris. Voilà. C'est une fausse souris, hein, vraiment. Hein, Elle est toute douce. elle est toute douce. La pensée ou l'image va activer. Et là, effectivement, on est sur une peur sûrement pas réelle, imaginaire, et en même temps, ce qu'elle va activer dans notre corps, c'est parce qu'on a eu à un moment certainement à faire face à une vraie souris, ça s'est pas très bien passé, et où dans les familles, je pense plus encore aux peurs des araignées et aux serpents qu'aux souris. Eh ben, s'il y a des peurs, si les parents ont peur, tu vois, de certaines bêtes, donc peut-être allez, on va dire que tes parents avaient peur des souris, ce que l'enfant va lire sur le visage des parents, ça va activer en lui aussi les mêmes réactions. C'est finalement, il modélise la peur absorbée de ses parents. Donc, si tu vis dans un pays où tout le monde a peur des souris, tu auras peur des souris. Donc, l'émotion, c'est l'étrangeté, entre guillemets, du fonctionnement des émotions, elles sont pour de vrai dans notre corps, et en même temps, la source, elle est réelle ou dessinée, imaginaire, pensée, sauf que dans les faits, ça provoque quasiment la même chose. Et c'est en ça que c'est même vertueux de ne pas dire à quelqu'un que sa peur, elle est imaginaire, tu vois, ou qu'elle n'est pas réelle. Et dire, moi, je perçois, tu vois, c'est recontextualisé. Écoute, je perçois une photo de souris et pas une souris. Reviens, regarde-moi. Voilà, si on ramène la personne dans le présent, ok, voilà, ça va aller. Voilà, reviens ici. C'est juste une photo. Tu vois, et même avec notre ton. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que sur notre visage, nous, on va montrer qu'on est tranquille. Donc, il va y avoir un effet de contagion positive. Et je crois que c'est aussi, je reprends mon exemple de souris, super important hein, de dire la peur imaginaire en vérité, c'est souvent elle est liée à des choses qu'on a vécues quand même au passé ou à des choses qu'on a véhiculées. On a des peurs ancestrales. Hein. Il y a des travaux qui avaient montré que c'est étrange qu'on ait tous peur. Les souris, les araignées, les serpents. T'as vu ces trois-là en général, bon peut-être pas tous, mais voilà. Donc faut dire qu'à une époque, les serpents, alors les souris, c'est les rats aussi, ça amenait des maladies. Donc dans notre phylogénèse et dans la transmission, on porte certaines choses qui sont peut-être intéressantes de garder d'ailleurs, parce que même les araignées, il y en a qui sont pas très sympathiques du tout. Donc, ces peurs, même imaginaires, elles ont des fondements qui demandent à être respectés. Et on peut même avoir des peurs anticipées. Rien que l'idée que possiblement, en sortant de chez moi, je pourrais voir une souris. Ouais, alors on a même pas d'image, c'est l'idée de projeter. Il y a des gens, et c'est ce qui va générer chez certaines personnes, d'ailleurs, des phobies sociales, tu sais, rien que les peurs du voir. Alors, pas une souris, mais possiblement de revoir quelque chose qui les a, à un moment, abîmés. C'est rarement vide de sens. Il y a vraiment toujours quelque chose qui fait qu'à un moment, c'est normal et naturel d'avoir peur par rapport à ce que la personne a vécu un temps. Après, elle le projette dans le futur. C'est là qu'on va devoir nous aider à dire, c'est fini. Voilà. Et au pire, je t'accompagne. À une époque, pour traiter les grosses peurs et les phobies, il y avait même des thérapies où le thérapeute il pouvait accompagner à faire face, tu vois, à la première sortie pour ressourcer. Donc on retombe sur nos pattes à chaque fois entre guillemets, on va aider et soutenir et finalement s'énerver, se moquer, être un petit peu taquin mais limite méprisant autour des peurs des autres. C'est absolument pas les sortir de leur peur, ou alors c'est risqué. Ils vont plus avoir peur. Tu vois, ils vont se dissocier, ils vont décider, bon, ok, je vais être courageux, j'aurai plus peur, sois fort, sois fort, hein. Ce qui fait que petit à petit, le problème, c'est que ils finissent aussi par se désensibiliser trop. Tu vois, on a même des techniques thérapeutiques où possiblement on pourrait enlever certaines peurs, mais si on finit par enlever la peur, quelqu'un qui a eu peur d'un agresseur, si on finit par enlever la peur de tous les agresseurs, mais après, finalement, on n'aura plus la protection contre le danger. Donc, il y a une vraie dose et toute peur demande, moi, j'ai envie de dire, c'est à la base d'être rassuré, tu vois, être recontextualisé. Nos enfants, ils ont des grosses peurs. C'est terrible de se moquer d'eux.
C'est parce que c'est ce qui se passe parfois. Hein. Les enfants vont peut-être avoir peur d'une souris aussi. Peut-être que tu as peur des souris depuis toute petite. Eh ben, ça veut dire que petit à petit, on va reconnaître que, bah oui, ça peut faire peur une souris, et vérifier d'ailleurs qu'est-ce qui fait peur chez la souris. Est-ce que c'est ses dents, ses moustaches, tu vois, sa grande queue, voilà, il y a des choses différentes. Et puis, on va apprendre à rassurer et à faire avec. Je voudrais qu'on aborde aussi toutes ces peurs qu'on entend nous beaucoup dans nos accompagnements, ces peurs du rejet, peur de l'abandon, la peur d'être trahi, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper, toutes ces peurs qui sont, est-ce qu'on pourrait dire, peut-être venues d'expériences du passé? Oui, et j'allais te taquiner, alors réel ou imaginaire, en vérité, parce que je reprends une des plus simples que tu nommais, la peur de pas être à la hauteur. T'as un autre jeune dont on parlait tout à l'heure, là, qui allait passer son examen. C'est vrai que des fois, les parents vont dire, mais t'as déjà passé 50 examens, tu sors à chaque fois avec 18 sur 20, tu vois, ça ferait presque sourire, hein. C'est une façon de dire, bah, je vois pas, et en même temps, pour lui, cette peur d'être à la hauteur, pareil, un jour, elle a pris, ses fondements dans une expérience, certainement. Alors, quand tu disais peur de l'abandon, peur de l'en-rejet, peur de la trahison, je crois que à chaque fois, en toile de fond, on va retrouver quelque chose qui nous ramène à cette quatrième voie dont on parlait tout à l'heure. C'est la peur que l'autre, un humain qui est censé, normalement, on est censé être solidaire, s'entraider. C'est humain, donc quand je suis petite, je dépends pour ma survie. Voilà. Et là, finalement, les plus grandes peurs après qu'on se traîne dans notre vie, et qui sont jamais imaginaires. Elles ont toujours pris racine dans des expériences, des fois très très loin dans notre vie. C'est cette peur d'être abandonné, cette peur d'être trahi. Ça sous-entend quoi? Qu'effectivement, les fois où on aurait eu besoin d'aide, tu vois, d'être accompagné, d'être soutenu, eh ben, l'autre n'a pas officié dans sa fonction de notre quatrième voie, tu vois. Celle-là, on n'a pas trouvé, ou alors on a trouvé puis on a été lâché. Et du coup, c'est vrai qu'en thérapie, souvent c'est des grands mots qui sont utilisés et on n'est vraiment pas condamné déjà à rester avec ça. Mais ces peurs, d'ailleurs, elles sont souvent liées. Il y a la trahison, l'abandon, le rejet. Voilà, il y a des combinaisons très très proches. C'est parce qu'à la base, l'humain qu'on a en face de nous, il a fait l'expérience de ces choses-là. Il a pu être rejeté, harcelé, il a pu se passer plein de choses. Il a pu de temps en temps être recadré par ses parents qui lui ont dit: «Oh, c'est bon, on n'a pas le temps», hein, voilà. Alors ça paraît anodin, mais répété pendant des années, plusieurs fois par semaine, ça donne le sentiment qu'effectivement, on va possiblement nous rejeter, nous abandonner. Que dire des expressions, Raphaël, d'une époque, quoi. Moi, j'ai des patients à qui on a dit: «Oh, mais toi, je t'ai trouvé dans une poubelle», ou alors «Tu bon à rien, qu'est-ce qu'on va faire de toi?» Sous-tendant, voilà, «Beh, si ça va pas, on va te mettre à la rue». Alors effectivement, ce sont des mots. Ce sont des Ils mots, font mais mal, hein. ils font mal. Et plein de petites expériences comme ça va donner cette peur-là. Et ces peurs-là, j'ai presque envie de te dire, c'est les plus fondamentales pour moi et les plus réelles. L'humain, il a besoin des autres humains. On est des êtres. Alors, des fois, on dit on veut pas être dépendant, mais si, on a une forme de dépendance à certains moments. C'est nécessaire. Voilà. Et notamment quand on est agressé, quand on est en danger. Heureusement on peut dépendre d'autres pour nous sauver. Et c'est cette peur finalement qu'on nous laisse, parce qu'un humain tout seul, c'est en danger en réalité. Un humain tout seul, c'est en danger. Et même si certains nous disent, toi comme à moi des fois, oui, moi je préfère les animaux parce que les humains, ouais, je suis un peu déçu. Voilà, du coup je compte plus sur eux. C'est un bon moyen de pas avoir peur d'être abandonné, d'être rejeté. Ben, ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas fonctionner sans. Notre cerveau, notre corps, on est bâti pour être dans cette interconnexion. Alors, les animaux sont les bienvenus, sont nos amis, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y en a qui sont protecteurs, hein. Un gros chien, ça peut protéger de certains dangers, mais on s'appauvrit et on s'affadit. Voilà, il y a même des films, hein. C'était un film, même si on va pas faire de publicité, mais je crois que c'était Seul sur une île, hein, où cet homme, il se retrouve tout seul et il va même dessiner un visage humain sur un ballon pour pouvoir lui parler et pour pas
tourner fou, hein, je crois que c'est un film avec Tom Hanks, hein, qui dit vraiment tout seul, si on est en danger. On est en danger de devenir un peu fou parce qu'on n'aura plus l'activation des neurones miroirs, plus notre système nerveux autonome version parasympathique qui s'enclenche, et on va décroître au lieu de continuer à fleurir. À fleurir et à s'épanouir. Du coup, c'est intéressant, c'est à la fois on est dépendant et aussi autonome. En fait, c'est ça que je trouve intéressant à noter. C'est que voilà, il y a cette dépendance et aussi être autonome. C'est pas Et l'un ou l'autre. non, et ça permet de recadrer quelque chose de fondamental là aussi. Alors, tu sais que moi j'ai hérité tout ça, on peut le citer, hein, notamment c'est Michel Delage, hein, qui psychiatre, qui est en fin de carrière maintenant, mais qui redit souvent, c'est un être humain à la base, on est dépendant, on va passer par des niveaux de dépendance quand on est malade, fragilisé. Et c'est une dépendance de temps en temps acceptée, hein, quand t'es sur un lit, tu t'es cassé les deux jambes, t'es obligé d'être dépendant et t'acceptes. Et l'autonomie, c'est la capacité à aller chercher de l'aide. Être indépendant, ça veut dire gérer tout seul, par exemple, financièrement. Mais le reste du temps, de toute façon, au quotidien, on peut pas faire sans les autres humains. On n'est plus capable aujourd'hui, de toute façon, de vivre tout seul dans son jardin, et voilà, puis de vivre en ermite, où c'est très difficile. Et l'autonomie, c'est une de nos vocations. Être autonome, c'est être capable de faire certaines choses seul, et cette aptitude d'aller chercher l'aide de l'autre, et en cas de grand danger, et surtout à ce moment-là. Finalement, la plupart du temps, c'est quand même la capacité à être autonome et à aller chercher la relation et l'aide d'un autre plus sachant ou plus fort que nous, qui peut nous sauver la vie. Mhm. Super. Et du coup, j'aurais presque envie de résumer en disant que quand on a peur, soyons suffisamment autonomes pour oser aller demander de l'aide. Oui, oui. Et aussi, l'autonomie, ça nous permet justement aussi d'aller donner de l'aide aux autres. Voilà, c'est Mhm. parce que finalement, si on est bien câblé et avec une réelle empathie, on a besoin que l'autre vienne nous sauver la peau, la mise à certains moments, et en même temps, normalement, on a peur pour lui, même si on le connaît pas. Tu sais, par l'activation finalement de notre système d'empathie, et ayant aussi être autonome, c'est la capacité à donner de l'aide. Et si on en a reçu, on va en donner plus facilement. Donc on retrouve à nouveau, hein. Tu sais, l'autre jour on disait dans la joie, c'est l'émotion qui permet de partager. Pour les autres émotions, c'est un tout petit peu différent. Et en même temps, si on est vraiment empathique, finalement, quelqu'un qui est dans la détresse et qui a peur, on est un peu contaminé par ça. Et instinctivement, eh ben, on devrait sentir aussi, nous, le besoin en nous d'aller l'aider. Cette peur, comment la gérer et la transformer, cette peur? Est-ce que tu aurais des pistes ou est-ce que nous pourrions échanger autour de quelques pistes qui pourraient nous aider pour apprivoiser cette peur? Parce que l'idée n'est pas de la rejeter, l'idée n'est pas de la nier, l'idée n'est pas de la minimiser non plus, mais c'est de l'accueillir. Et une fois qu'elle est là, qu'est-ce qui peut nous aider quand même malgré tout à nous détendre et puis à ce que tout ça se vive le mieux possible? Ouais. Alors, très important, je crois que déjà ce qu'on dit depuis le début, c'est de rappeler à quel point la peur, c'est une émotion ancestrale, c'est normal et naturel de la ressentir, et c'est même plutôt bon signe. Et des gens, on a l'impression qu'ils ont peur de rien, donc ils vont se mettre en danger. C'est un peu comme la douleur. Il y a des gens qui ne sentent pas la douleur, ben ils vont se casser. Voilà. Donc la peur, c'est intéressant parce que c'est pour notre protection. Alors déjà, c'est de se familiariser avec ça. Après, effectivement, le deuxième temps, c'est d'arriver, c'est cette faculté qu'on dit à relativiser. Est-ce qu'une peur, elle est réelle? Est-ce que c'est une souris, une grosse souris féroce qui va t'attaquer? Est-ce que c'est une petite souris gentille? Ou est-ce que c'est l'image de souris? C'est là qu'après, petit à petit, et un enfant, au départ, on lui raconte des histoires, il a peur. Tu racontes l'histoire du méchant loup, il croit que le loup, il est sous son lit, hein. Donc c'est, au fur et à mesure, cette capacité aussi à relativiser et à apprécier finalement la vraie dangerosité, donc le degré de danger, ça c'est aidé par notre cerveau très logique et aidé par les autres qu'on va faire le Mhm. tri. Après, D'ailleurs, tiens, faisons une petite digression par rapport justement à ces enfants qui ont peur du loup et qui réclament des histoires de loup. Quelle attitude à avoir quand on est parent? Effectivement, minimiser en disant mais non, mais
T'inquiète pas, il n'y a aucune raison d'avoir peur du loup. Ou alors cesser de raconter des histoires pour pas qu'il entende des histoires de loup, pour le protéger ou le surprotéger. Quelle est la bonne attitude à avoir? Les histoires, elles ont toujours été là justement pour apprivoiser la peur. C'est on va raconter l'histoire du loup et justement après, on peut pas dire aux enfants les loups ça n'existe pas. Les monstres à la limite, mais les loups effectivement c'est dire et effectivement expliquer que le loup c'est un animal et qu'il vit dans certains pays et qu'en réalité les loups dans la vraie vie ça mange des moutons. Alors c'est embêtant, on est d'accord, mais c'est rare que ça mange des humains et du coup, ça va permettre justement après de calmement de parler et de faire c'est effectivement cette graduation et cette évaluation. Parce que quand tu disais tout à l'heure comment on fait avec une peur, le problème c'est les gens qui finalement, quelle que soit la situation, la peur, tu sais, elle va monter. Si on prenait une échelle, elle monte tout de suite à 10 sur 10. C'est vrai que ça va faire des gens, ils vont pas vivre ces gens-là, parce qu'on dit il y a des grands angoissés, anxieux. Bon, c'est pas tout à fait toujours les bons mots, ou des peureux. Les peureux aussi. Non, on n'est pas ça. Mais c'est justement parce que les aidants, les accompagnants, les parents, les professeurs, hein, on travaille tous dès qu'on est petit, à travers les histoires notamment, ou alors quand les enfants vivent des choses au quotidien et qu'ils nous racontent l'histoire de leur journée après, à prendre le temps, effectivement, à les aider à apprécier qu'est-ce qui est une vraie peur et plutôt, je vais plutôt reformuler dire qu'est-ce qui est un vrai danger et jusqu'à quel gradient on doit avoir peur et on va apprendre ceux qui ne sont pas de réel danger pour leur vie tout en normalisant que pour le moment, ils peuvent avoir peur. Et regarde, je crois que la plupart d'entre nous, on a eu peur à un certain moment du noir, on a eu peur peut-être du gros méchant loup, et pas à pas, on a finalement une peur, ça s'apprivoise. Et surtout, ça se gradue. C'est ça l'exercice. Et la plupart des gens qui ont des phobies, on pourrait dire, c'est comme s'ils avaient perdu cette compétence, tu vois, à relativiser et à graduer. Donc, quand tu disais dans les exercices, je crois qu'il y en a un qu'on fait avec les enfants en thérapie, mais avec les adultes aussi, c'est de se faire une échelle, tu vois, des peurs. Toi, ta souris, alors je sais pas quelle est la plus grande peur, 10 sur 10. Bah, normalement, sainement pour tous, ça serait effectivement de mourir, hein, de se faire écraser. Enfin voilà, bon. Normalement, c'est quoi qu'il y a des gens, il se passe d'autres choses. Ils n'ont pas peur de mourir. Donc c'est étrange. Hein, ça, c'est de la dissociation, c'est d'autres difficultés hein, qui se présentent. Mais ces gens qui ont peur de rien. Non, c'est pas normal de pas avoir peur de rien. Mais si ta souris, toi, c'est 10 peur normale de mourir à 10 sur 10, ou de voir quelqu'un de très très proche mourir, hein, on le met à peu près au même gradient. Ta souris, tu la mets à quelle échelle alors? Eh ben écoute, moi je crois que je la mettrais bien à 8 quand même, hein. Ah oui. Donc tu vois, ça veut dire que c'est aussi. Alors encore une fois, c'est aussi à travailler en se disant, si au fond la probabilité que tu vois une souris, c'est très rare, c'est peut-être pas la priorité. Mais ça mériterait, peut-être pas pour descendre à zéro, parce que c'est normal aussi. Une souris, ça peut des fois véhiculer des maladies, ça peut mordre, hein, mais de la baisser un petit peu. Voilà. Et ça se travaille aussi. On fait des désensibilisations, on fait baisser le quota. Et on cherche souvent aussi d'où ça vient. Mhm. Tout à l'heure, on parlait des histoires. Tu sais, c'est important aussi que les parents ils mesurent, parce qu'il y a des parents que ça c'est un peu indélicat ce que je vais dire. Ils ont le droit d'être en colère, on en parlera la prochaine fois. C'est qui taquinent et qui s'amusent à faire peur. Tu vois, ou si toi t'as peur des souris, qui vont rigoler régulièrement en disant oh là là, puis qui t'a acheté une souris, tu sais, sur l'enfant en plastique là pour lui faire peur. C'est absolument pas thérapeutique, parce que au lieu de trouver de l'aide pour réchauffer sa peur, derrière, on va avoir une forme de honte et on va se replier, quoi. Et du coup, la peur, eh ben, elle va en profiter et elle va encore se multiplier. Les histoires, on les raconte et puis on rassure et on fait attention. C'est vrai que les techniques, finalement, de surexposer à des peurs pour rendre les gens plus forts, peut-être qu'à une époque, elles ont fait leurs preuves, mais aujourd'hui, on sait que ça fait plus de mal que de bien. Que de bien, absolument, absolument. On pourrait dire aussi, enfin une technique que je trouve qui fonctionne assez bien, c'est de travailler autour de la visualisation positive. Avoir un regard un petit peu différent. Ben voilà, oui, bon, je vais prendre la souris ou l'araignée qui me fait si peur, mais oui, mais c'est elle qui mange les petits moucherons. Elle est aussi, grâce aux araignées, la maison est aussi plus saine. Voilà, avoir aussi
regarder un peu l'autre pan qu'il y a derrière ce qui nous fait peur. Alors donc là, on parle des animaux, mais si on va penser et réfléchir, par exemple, même quelqu'un qui a peur de l'abandon, c'est aller regarder, ben, en fait, si j'étais pas abandonnée, comment je me sentirais? Ou quel est le pire dans cette sensation dans laquelle je me sens abandonnée? Voilà, pour aller regarder un petit peu l'événement ou ce qui nous fait peur sous un angle un petit peu différent. Et justement, on dit finalement une peur, au fond, qu'est-ce qu'elle cherche tu vois, à aller chercher un point de réassurance. C'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. On peut dire que, au fond, ce qu'il a de positif en lui, c'est il est plutôt clairvoyant. C'est qu'effectivement, parfois, les autres humains, et à la limite même les autres humains meurent. Donc, par certains aspects, on pourrait dire qu'ils nous abandonnent. Hein. Et du coup, c'est aussi de montrer que, ouais, c'est réel. C'est pour ça une peur, c'est de dire c'est réel, c'est une probabilité. Et en même temps, et il y a aussi tous ces autres qui ne nous ont pas abandonnés. Puis ça sous-tend aussi que possiblement cette personne, quand elle va avoir un peu finalement mieux cerné sa peur et qu'elle aura moins peur de ça, au moins on a la garantie qu'elle ne fera pas ça aux autres. Donc moi je recadre aussi en disant ça fait de cette personne un très bon humain. C'est elle va pas abandonner les autres, quoi. Elle détournera pas le regard sur l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose de vertueux aussi derrière nos peurs. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que la peur, quand elle est apprivoisée, est-ce qu'elle ne deviendrait pas un moteur parfois? Complètement, complètement. Et tu sais, tu me fais sourire parce que il y a même des gens, quand des fois, quand on leur accompagne, ils me disent, ah non, mais moi, si j'ai plus peur. En gros, c'est comme si j'avais plus l'aiguillon, hein, Mhm. pour me faire avancer. C'est un peu ce que les acteurs, ils appellent le trac. C'est en ça, dire, des gens qui n'auraient peur de rien, ça colle pas. Voilà, je crois que vraiment, c'est accepter qu'on a tous peur, que c'est normal et naturel d'avoir peur, ça nous sauve. Et puis que de temps en temps, c'est juste le petite peur justement qui fait monter, tu vois, qui fait battre le cœur un peu plus vite pour nous mettre en puissance, pas nous figer, mais nous mettre en énergie. Et les acteurs, ils parlent, eux, ce qu'ils appellent le trac, hein, voilà. Et ce petit stimulus interne, hop, il va aussi, c'est ce qui va peut-être nous pousser aussi à mieux préparer pour un examen, parce que finalement, regarde, des fois, on a nos jeunes qui, alors, je pense à leur vocabulaire, ils sont blasés, tu vois, c'est bon, ça va y aller, puis même si j'ai 0, je m'en fous, je suis habitué, enfin, voilà, c'est finalement, ils ont perdu la peur d'avoir une mauvaise note. Alors, il faut pas avoir une énorme peur hein, d'avoir une mauvaise note, mais ça veut dire que, bah, du coup, alors, qu'est-ce qui te motive encore? Et je suis pas en train de dire que la peur doit être un aiguillon pour se motiver, mais ça veut dire que finalement, s'il y a plus de peur, ça sous-entend qu'il y a plus rien à perdre. Tu vois qu'il y a une espèce d'impuissance et que la vie, elle perd un petit peu de sa saveur. Finalement, on a aussi toutes ces peurs de perdre ou de pas rêver quelque chose. Elles sont saines parce qu'elles montrent aussi à quel point on tient à la chose en question. Mhm. Mhm. Tout à fait. Je dis beaucoup que avoir un peu de doute, Oui, donc avoir un peu de doute, c'est avoir un peu peur, hein, c'est clair. Je trouve qu'il y a un côté qui est très positif dans le sens où si on était trop sûr de soi, on se remettrait jamais en question et on serait trop assuré et on n'aurait plus besoin de l'autre. Alors que d'être un peu dans le doute, ça nous fait réfléchir, ça nous fait bouger, ça nous fait revoir les choses autrement, y réfléchir. Donc je trouve qu'il y a quelque chose effectivement de très sain. et dans les peurs que tu disais tout à l'heure, la peur de pas être à la hauteur, la peur de se tromper, elle est plutôt saine parce qu'effectivement, elle demande du coup de réfléchir à d'autres options, donc ça rend créatif. Un petit peu de peur aussi, voilà, ça permet d'être créatif. Et puis d'avoir des plans B, C, D, possiblement des. Exactement, exactement. Tout à Et comme fait. tu dis, c'est pour moi le doute, il est salutaire dans le sens où voilà, on n'est pas envahi. Et ça veut dire que derrière, la peur aussi, elle nous contraint, les petites peurs, elles nous contraignent à être adaptables. Et c'est bien ça qu'on doit, parce que finalement, le monde n'est pas prévisible, il est imprévisible. Donc, globalement, avoir un petit peu peur d'avoir des surprises, c'est normal et naturel, parce que notre quotidien est fait de surprises. On peut pas tout contrôler. Et en même temps, la plus grande vertu qu'on ait, c'est comme on a un peu de peur, ça nous engage
à être créatifs, à trouver d'autres alternatives, à aller chercher de l'aide. Et du coup, ça nous rend, oui, je vais dire, très constructifs. Et hop, je me lance. En résumé, la peur, une fois reconnue, nomme un danger, nous garde en vie et en relation, nous permet d'oser sortir de notre zone de confort. Alors, à vous de jouer, chers auditeurs. La question de 2 minutes de bonheur vous demande quelle peur vous freine en ce moment et que pourriez-vous faire pour l'apprivoiser et la transformer. La petite mousse, elle est américaine aujourd'hui, elle nous vient du poète Ralph Waldo Emerson et qui nous dit que la peur n'est pas là pour nous arrêter, elle est là pour nous indiquer que quelque chose d'important nous attend. C'est génial. Très, très intéressant, cet homme-là. Merci beaucoup Angélique de ta participation à cet épisode sur la peur. Rendez-vous la prochaine fois et puis avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Au revoir à tous. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.